On va prendre la question de M. Éric Izami. Merci de la parole, Monsieur le ministre Mouyaya. D'ailleurs, vous avez effleuré la question, mais la question, je la pose à Mme Bazaïba Massoudi. Le ministre Mouyaya, quand il a parlé, il a évoqué la nécessité pour les enfants d'aller à l'école. Alors la question, c'est celle de savoir, vous avez aligné des chiffres hallucinants des enfants déscolarisés. Là, sur place, au niveau et du Burundi et même de la Tanzanie, y a-t-il pas moyen de pouvoir les intégrer dans les systèmes sur place pour qu'ils n'arrivent pas à manquer? Parce que l'école, comme le disait Victor Hugo, lorsqu'on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Alors, au ministre Mouyaya, votre collègue du portefeuille a déclaré que Pay Service n'est pas une banque privée américaine reconnue en République démocratique du Congo. Vous êtes ministre, mais aussi porte-parole du gouvernement. Quel est votre point de vue à cette question-là? Merci. Voilà, nous parlons de la situation humanitaire, mais bon, on va faire une dérogation. Madame la ministre d'État, bon, sur la question de paye service, j'ai vu évidemment, comme à l'accoutumée, beaucoup de réactions, mais il y a une grosse supercherie derrière. D'abord, il faut dépersonnaliser les débats, parce que lorsqu'on épingle ma collègue, notre collègue du portefeuille, Madame Julie Chicou, dans ses dossiers, elle n'avait pas d'abord agi comme ministre du portefeuille. C'est un vieux dossier qui date du gouvernement Sama, où elle était encore directrice de cabinet adjoint, si ma mémoire est bonne, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Et lorsque les prestataires en question viennent proposer ces services, il y a eu évidemment des mémorandums d'intention qui ont été signés avec certaines structures, notamment le ministère du portefeuille. Spécifiquement pour les ministères du portefeuille, il était assorti d'un contrat de prise de participation, parce que la société en question s'est présentée comme une banque de prise de participation, mais il faut savoir que les ministres que nous sommes, nous ne pouvons pas nous engager dans des contrats qui engagent les trésors publics sans que nos collègues de budget et des finances ne puissent être impliqués. Première précision. La deuxième précision, parce que j'ai vu après, à la suite de cet article, dire que celle qui était Dirkaba hier, devenue aujourd'hui ministre, a demandé 10% pour se faire corrompre. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque elle travaille au niveau du ministère des Finances, avant de procéder à un quelconque paiement, en banque on appellerait ça compliance, mais on doit faire de due diligence. On doit vérifier la régularité de la société qui doit être bénéficiaire de ces paiements au niveau du Trésor public. Et dans toute la chaîne, les informations alléguées par ces prestataires n'ont pas été vérifiées. Alors, comment penser que celle qui était au milieu du contrôle sur effectivement les capacités existentielles de cette société qui prétend être une banque et qui dit que si l'État paye 3%, ça représentait à peu près 20 millions de dollars, d'une banque qui doit valoir plus de 450-600 millions, aucune trace. Comment pensez-vous alors, celle qui était censée du contrôle pour vérifier si cette entité existe réellement et fonctionne conformément aux lois américaines, va elle, être corrompue alors qu'elle sait que l'État ne peut pas payer les dossiers en l'état? Elle sait, parce qu'elle était directrice de cabinet au ministère des Finances, que l'État ne pouvait pas payer pour une société qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Alors, lorsque, dans un enchaînement totalement inapproprié, on veut dire que celle qui est devenue ministre du portefeuille voulait se faire corrompre, dans la foulée, on y rajoute le ministre des Finances. Je rappelle que ces dossiers qui datent de l'époque où mon aîné Nicolas Kazadi était ministre des Finances, il ne l'avait pas payé. Le ministre des Finances actuel ne pouvait pas le payer parce que simplement les diligences faites ne permettaient pas qu'on les fasse. Alors comment pensez-vous que toutes ces personnes averties peuvent, eux,
s'est noyé dans un jeu de corruption. Ensuite, on parle de celui qui est devenu gouverneur de la Banque centrale. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'il y a des communiqués qui ont été faits au niveau du portefeuille, au niveau des finances. Mais ici, je voudrais simplement rappeler que nous tous, lorsque nous apprenons des questions de ce genre, il ne faut pas toujours s'empresser de relayer. Parce que c'est tellement facile de vouloir nous présenter sous une casquette de corruption, alors qu'ici, en l'occurrence, le travail a été fait. Et par contre, on ne l'a peut-être pas dit, mais la ministre du portefeuille, non seulement qu'on lui a proposé de pots de vin, mais elle lui a fait du chantage de plusieurs natures par ses prestataires. Et donc, comme il recourt à la justice, évidemment, nous avons des avocats qui pourront aligner tous ces éléments. Et donc, je pense que cette question ne devrait pas continuer de bénéficier d'une quelconque attention, parce que les faits dont je vous parle peuvent être vérifiés. Et donc, voilà un peu la précision que je voulais apporter sur ces sujets-là. Voilà. Madame la ministre d'État. Oui, en tout cas, monsieur le journaliste, vous venez là de revenir sur une question très importante qui a même une position prioritaire dans le rapport que je vais présenter au gouvernement. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. 50 000 enfants au Burundi, à peu près 30 000 enfants en Tanzanie, ça vous fait 80 000, c'est tout un pays. C'est un avenir, ce sont des cerveaux. Mais je veux quand même vous apaiser l'opinion pour dire que sur les 7 sites organisés au Burundi, 6 ont déjà l'espèce un peu de ce qu'on peut appeler école, mais qui ne prend pas tout. On essaye un peu d'encadrer les enfants dans l'éducation, y compris dans les loisirs. Seul le centre de Bousouma, comme c'est un nouveau, qui a commencé, le site a été présenté rien que le 1er décembre, c'est un nouveau site là où il y a le gros lot de Congolais au Burundi. Ça aussi, c'est une priorité et ça fait partie du rapport. Je vais donner, le HCR attend beaucoup de nous, attend beaucoup de la RDC, le Burundi aussi attend beaucoup de la RDC pour appuyer ces volets-là pour qu'on puisse s'organiser. Par contre, en Tanzanie, je dois reconnaître que nous avons trouvé des écoles qui sont organisées aussi, construites même par le HCR, où les enseignants sont les réfugiés. Donc on essaie de recruter les enseignants parmi les réfugiés, comme d'ailleurs les médecins, les infirmiers, on les recrute aussi parmi les réfugiés, que ce soit au Burundi ou en Tanzanie. Eh bien, on a organisé, il y a des écoles, on enseigne, mais les conditions ne sont pas les bonnes parce qu'il y a le trop plein. Nous avons 11 salles, en tout cas dans l'école où j'étais parti visiter, 11 salles. Dans une salle de classe, vous avez 127 élèves, 150 élèves. Il y en a qui s'assiedent à même les sols, il n'y a pas de bancs, les conditions et la chaleur et tout ça. Donc c'est le chahut et c'est aussi un peu mélangé, mais les gros lots, ce sont des Congolais. On trouve des Kenyans et quelques Burundais. Voilà ce que je peux vous répondre à ce niveau-là. Mais on ne peut pas prendre les enfants qui ont le statut de réfugiés, de les reverser malheureusement dans les écoles de ces différents pays. Mais les enfants congolais non réfugiés, j'ai trouvé à Kigoma, il y a une école consulaire, nous avons l'école maternelle, l'école primaire et l'école secondaire à Kigoma, où nous avons aussi des enseignants qui sont des personnes qualifiées, des Congolais, qui enseignent le programme de la République démocratique du Congo. Et ça, j'étais encore émerveillée. Les enfants parlent très bien français. Et j'ai posé quelques questions d'éducation civique. Qui est le président de la République démocratique du Congo? Ils ont répondu très bien. Qui est la première ministre de la RDC? Ils ont répondu très bien. Et les enfants chantent l'hymne national. Et ce qui était encore plus émouvant, les enfants de l'école maternelle habillés en uniforme drapeau de la RDC. Il y a des pulls où c'est frappé à l'effigie donc du drapeau de la République démocratique du Congo. Ça, c'est l'école consulaire à Kigoma. Ça, c'est une fierté. Ils ont un cadre, ils ont quand même des besoins d'augmentation des salles de classe.
et aussi d'autres aménagements au niveau de ces sites. C'est une école qui existe depuis 1978. Voilà. Voilà, Madame la Ministre, parce que vous parlez des enfants, on sait, vous avez parlé tout à l'heure de qui? De dignité pour les femmes. Est-ce que les conditions sont réunies, notamment pour la prise en charge des cas spécifiques des femmes dans ces différents sites? Les conditions ne sont vraiment pas trop réunies. Comme je vous dis, il y a plusieurs ONG qui ont fermé parce qu'il n'y a plus de financement, il n'y a plus de moyens. Alors, c'est fait un peu à la sauvette parce qu'il y a un trop-plein de ces femmes victimes de violences sexuelles, y compris d'ailleurs des hommes, des cas aussi très graves. Donc ça aussi, il y a aussi des problèmes psychologiques, des traumatismes. Vous êtes en face d'une femme qui avait 6 enfants, 4 sont tués et son mari en sa présence. Elle a fui avec 2 enfants. Vous êtes en face d'un monsieur, on a violé sa femme par des bâtons, on l'a transpercée pratiquement, la femme est morte, les enfants, la femme était enceinte, il avait 3 enfants, 2 sont morts et la femme, il reste avec un enfant. Alors quand cet enfant tombe malade, il y a tentative de suicide parce qu'il ne veut pas voir mourir cet enfant. Donc vous avez ces genres de cas. Donc ça reste de points de vigilance sur lesquels évidemment vous allez continuer à travailler. Tout à fait.